Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur cette chaîne Bouddhisme Zen. Alors là je vais partir d'ici une petite semaine séjourner à nouveau au temple zen de la Gendronnière. Et je comptais donc refaire une petite vidéo avant mon départ, puisque la prochaine ce sera que dans un mois et demi, puisque je vais séjourner à peu près un mois et demi là, pour ce coup-là, à la Gendronnière. Et donc je voulais en profiter justement pour vous parler de ce qui peut se passer dans un temple zen, pour les gens qui ne sont jamais allés, qui se posent un peu la question, qu'est-ce qui se passe dans un temple zen, qu'est-ce qu'on y fait, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. En fait, il m'arrive que des gens me posent ce genre de questions, mais qu'est-ce que tu fais là-bas, t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, enfin voilà, il y a un peu de curiosité sur la vie qu'on peut mener dans un temple zen. Et donc, comme cette chaîne Bouddhisme Zen s'adresse jusqu'ici essentiellement aux gens qui s'intéressent à la voie du Bouddha, qui ont une certaine aspiration à cette voie, mais qui ne la connaissent encore que très peu, bah finalement, cette vidéo un petit peu pour vous décrire ce qu'on fait dans un temple zen, et puis pour démystifier un petit peu, pour voilà, pour répondre à un premier questionnement pour les gens qui sont attirés puis qui ont encore hésité à rejoindre la Sangha et à aller visiter un temple zen. Donc moi, essentiellement, je pratique au temple zen de la Gendronnière. Ce temple zen, dans tout ce qui concerne la lignée de maître Taizen Deshimaru, qui a importé le zen au début des années 60, en France et en Europe. C'est donc le premier temple zen, le temple de la Gendronnière, c'est le premier qui a été créé par maître Deshimaru et ses tout proches disciples à l'époque. Ça reste aujourd'hui le plus gros temple zen Soto en Europe, en capacité d'accueil, de structure. Et il a la particularité d'être le seul temple zen Soto, en tout cas en ce qui concerne la lignée Deshimaru, à ne pas être le temple avec un maître zen et sa sangha qu'il aurait créé, mais comme il a été créé au tout début par maître Deshimaru et ses proches disciples d'époque, il est aujourd'hui géré par l'association Zen Internationale, qui est une grosse association, loi 1901, et qui regroupe une partie des anciens disciples de maître Deshimaru, et que tous ces anciens disciples maître Deshimaru faisant partie de l'association Zen Internationale gèrent donc ce temple de la Gendronnière, et ils viennent tous assez régulièrement y faire des sesshin, des sessions de pratique du zen. Donc c'est un temple qui est ouvert à tous ces maîtres zen, sans être le temple d'un des maîtres en particulier. Tous ces maîtres zen qui font partie de l'association Zen Internationale, et qui pour une partie ont contribué à sa création à l'époque, viennent tous y faire des sessions. Et c'est un temple qui appartient à l'association Zen Internationale globalement, disons. Alors que depuis, d'autres temples zen se sont créés, heureusement, un peu partout en Europe et quelques-uns en France. Mais avec la petite différence, c'est que très souvent, justement, ces temples ont été créés par un des disciples de maître Deshimaru, avec les gens qui pratiquent à ses côtés, la sangha, les gens qui le suivent, les relations de maître à disciple. Donc, quelques autres temples ont été créés depuis, et donc avec un maître, la sangha, des gens qui pratiquent avec ce maître, et les gens avoisinants des villes alentours. Alors que la Gendronnière reste finalement un temple qui a un responsable de temple, qui est nommé pour être responsable du temple sur place, mais qui n'est pas, disons,
l'abbé du temple. L'abbé d'ailleurs change tous les 3 ans. Et parmi tous ces gens, ces anciens disciples de Maître Deshimaru, des maîtres zen, qui font partie de cette association Zen Internationale. Ben voilà, la particularité de la Gendronnière, c'est que ça a été le premier temple dans la lignée Deshimaru. Ça reste le plus gros à l'heure actuelle et ouvert à toute l'association Zen Internationale. C'est là-bas que jusqu'ici j'ai essentiellement pratiqué le zen et que je continue jusqu'à maintenant. Donc là je vais y aller dans une petite semaine pour 1 mois et demi et donc je vais profiter pour vous expliquer un petit peu ce qui s'y passe. Sachant que, donc moi je vais partir de ce que je connais à la Gendronnière, mais ça va être extrêmement similaire de ce qui peut se passer dans n'importe quel autre temple zen, car finalement il n'y a rien qui ressemble mieux à un temple zen qu'un autre temple zen, en tout cas dans la tradition zen Soto, on y pratique à peu près partout la même chose. Puisque c'est la tradition zen Soto qui vient du Japon, au début. Donc ça a démarré il y a 2600 ans dans le nord de l'Inde avec le Bouddha historique, Shakyamuni. Ça s'est développé longtemps en Inde, puis ensuite longtemps en Chine, ensuite longtemps au Japon, avant d'arriver en Europe, en Occident, aux États-Unis aussi, à peu près en même temps, et donc en France. Il y a eu d'autres maîtres, mais la lignée la plus développée, je dirais, c'est donc cette lignée de maître Taisen Deshimaru, dont dépend l'association Zen Internationale, et donc la Gendronnière, et beaucoup de petits temples, de temples zen en France et en Europe. Alors, dans un temple zen, finalement, la pratique, c'est constant. C'est ce qu'on appelle le gyoji. Le gyoji, c'est la pratique de chaque instant, la pratique au quotidien, de tous les jours, du réveil au coucher. Le gyoji dans un temple, c'est la pratique au quotidien. Elle est donc complète puisqu'elle est du réveil au coucher. On est sans cesse en train de pratiquer dans un temple zen. Qu'est-ce qu'on pratique? La voie du Bouddha. Selon les enseignements du Bouddha historique, Shakyamuni, puis dans la lignée Zen Soto, en passant par Bodhidharma plus tard, puis encore plus tard par Dogen, qui est finalement l'initiateur de la partie Soto du Zen. Et donc voilà, on fait le gyoji selon toute cette tradition qui s'est faite sur des siècles et des siècles par une quantité énorme de gens parfaitement impliqués. Donc il y a une grosse expérience de toute cette pratique. Et nous, en Europe, on découvre ça depuis finalement une petite quarantaine d'années. On est tout nouveau, nous, on est des bébés sur la voie du Bouddha. Mais ça a du bon finalement. C'est l'esprit du débutant avec une vraie Bodhaishin, c'est une vraie aspiration à l'éveil, donc c'est très dynamique. Donc dans un temple zen, la pratique, elle est du réveil au coucher, le gyoji. On peut décortiquer en 3 grandes parties, mais ça va quand même au-delà. Mais on peut symboliquement décortiquer en 3 grandes parties, c'est-à-dire la méditation assise, la base de tout, le zazen, puisque c'est ainsi que le Bouddha historique s'est éveillé, en étant en méditation assise. Et donc c'est la pratique principale du Zen Soto, celle qui rayonne sur toutes les autres pratiques. Parce que donc il n'y a pas que le zazen, mais le zazen c'est quand même le pilier, parce que cette pratique de zazen rayonne sur toute la pratique du gyoji, le quotidien. Il y a aussi donc le samu. Le samu, c'est toute la partie de la journée où on va mettre la main, faire des tâches, mettre la main à la pâte, un travail collectif, puisque dans une vie de temple zen, finalement, c'est une vie collective, une vie en communauté. Il y a plein de choses à faire, très relatives, très normales et basiques de la vie de tous les jours. Il y a du ménage à faire, il y a la cuisine à faire, il y a l'entretien des bâtiments, il y a le potager à s'occuper, il y a une multitude de choses à faire, comme pour n'importe qui, dans n'importe quelle structure où il y a des bâtiments et où on peut vivre en collectivité.
Donc il y a toute une partie de la journée où chacun va contribuer à cette bonne marche collective en s'occupant chacun d'une tâche qui va rendre service finalement à toute la collectivité. Pendant le SAMU, chacun fait un truc, une action, un travail, un job pour le bien collectif, puisque le résultat de chaque action de chacun va rayonner sur tout le monde. Si quelqu'un fait la cuisine, tout le monde va manger. Si quelqu'un fait le ménage et nettoie les toilettes, tout le monde est content. Si quelqu'un s'occupe du chauffage, tout le monde est content, surtout en hiver. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est une vie de communauté où chacun met la main à la pâte de façon très égale, sans chercher de bénéfices pour lui-même, mais c'est pour le bien collectif. Et pendant cette pratique de l'action, de travailler, de faire pousser des légumes, de faire le ménage, de faire la vaisselle, ainsi de suite, tout ça se fait avec cet esprit du zazen, qui est tout ce qu'on peut réaliser pendant le zazen doit rayonner sur chaque action. C'est le gyoji. On est sans cesse dans la pratique, qu'on soit assis en méditation ou qu'on soit en train de laver la vaisselle. Ça reste toujours la même pratique finalement. Et il y a en troisième lieu les cérémonies. Alors les cérémonies, c'est ce qui fait souvent un petit peu peur aux gens qui découvrent le zen, qui viennent pour la première fois dans un dojo, dans un temple, parce qu'ils restent bloqués sur ce qu'ils voient de but en blanc, sur les cérémonies, qui pour eux, ça semble un petit peu trop ordonné, religieux, clérical, dogmatique, alors qu'en fait, justement, j'ai fait une vidéo avant celle-ci, la dièse 15, je crois, enfin ça s'appelait « Les formes dans la pratique du zen », quoi. La vidéo juste avant celle-ci, que je vous invite à regarder, parce qu'elle met en garde justement sur cet a priori et ce jugement un peu trop hâtif des gens qui découvrent le zen sur les formes dans le zen, c'est-à-dire toutes ces pratiques un peu ritualisées, les cérémonies. Pour résumer vite fait, cette vidéo explique que toutes ces formes, ces rituels, ce sont de simples outils qui permettent la pratique. Mais on ne s'attache pas à ces outils de façon dogmatique. Ce ne sont pas les outils qui sont importants, ce ne sont pas ces formes, c'est l'implication que l'on met à pratiquer ces formes. Ces formes sont de simples outils de pratique, ce qui compte c'est la pratique, mais pas les formes en elles-mêmes. Enfin, tout ça un peu plus détaillé dans la vidéo précédente qui était axée là-dessus. Mais je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est les cérémonies. Donc, voilà, en gros, il y a le zazen, la méditation assise, la voûte, la clé de voûte de la pratique du zen, qui rayonne sur toute la pratique, le samu, qui est l'esprit du zazen dans l'action, dans les tâches de tous les jours, et les cérémonies. Alors, le gyoji dans un temple zen, notamment à la Gendronnière, mais c'est un peu partout pareil. On va donc commencer le matin assez tôt, sachant que dans un temple zen, toute la vie est assez rythmée finalement, volontairement. On n'a pas beaucoup de temps pour soi-même, volontairement, et tout est plutôt ritualisé et routinier volontairement. Tout ça, je vous rappelle, c'est une longue expérience sur des siècles et des siècles, d'abord en Inde, ensuite en Chine, puis longtemps au Japon. Rien n'est anodin finalement dans ce qui se fait dans un temple zen, c'est le fruit de toute une expérience de 2600 ans par de nombreuses personnes impliquées sur la voie du Bouddha, dans la pratique, dans la réalisation de la voie du Bouddha. Donc finalement, tout ce qui s'y passe, c'est très traditionnel, même si ce n'est pas dogmatique. Ça reste un outil de pratique, mais c'est pas un dogme auquel on s'attache comme si on ne pouvait pas faire autrement. D'ailleurs, les choses changent tout le temps finalement, elles évoluent. Enfin voilà, je ne sais plus où j'en étais, parce que comme vous l'avez vu, j'aime faire mes vidéos un peu spontanément,
comme si vous étiez là devant moi, que je sois en train de vous parler au cours d'une conversation. Donc j'aime pas trop les trucs super préparés, tout écrit sur un bout de papier, schématisé et tout. Je fais pas du documentaire, moi, un simple partage. Donc voilà, le matin, on se lève donc assez tôt pour se rendre au dojo, faire zazen. On commence la journée par le zazen, on finit souvent la journée par le zazen, puisque ce zazen c'est le pilier de la pratique, et l'esprit du zazen doit rayonner sur toute la pratique du quotidien, sur le gyoji. Donc on va au dojo, on fait zazen. Ce zazen le matin, donc le zazen, je rappelle, c'est la méditation assise, le dos droit, immobile, les jambes croisées, enfin il y a tout le détail dans une autre vidéo justement consacrée au zazen. Donc je ne vais pas faire le détail ici. Mais donc le zazen, c'est la méditation assise dans le dojo. Donc le matin, ça se déroule souvent avec deux parties de zazen, c'est-à-dire une première partie méditation assise, jambes croisées sur le zafu, le dos droit, immobile. Ça dure entre 35-40 minutes en moyenne. Ensuite, il y a une partie qui s'appelle le kinin. C'est une méditation marchée qui vient entrecouper les deux parties de zazen. Il y a la première partie de zazen, 35-40 minutes. Il y a le kinin, méditation marchée, pendant une dizaine de minutes, qui vient entrecouper. Et ensuite, on se rassoit pour une deuxième partie de zazen, 35-40 minutes. Et ça permet justement aussi de croiser un peu les jambes dans l'autre sens, afin de, sur les années de pratique, de garder un certain équilibre, de ne pas toujours croiser du même côté. Qu'on soit en lotus, en demi-lotus, en quart de lotus ou en tailleur, c'est bien de régulièrement croiser des deux côtés. Donc la première partie de zazen, on croise d'un côté, on fait zazen, 35-40 minutes, immobile. Ensuite le kinin, méditation marchée. Ensuite on se rassoit, les jambes croisées dans l'autre sens, et on entame une deuxième partie de zazen, 35-40 minutes en moyenne. Après toute cette période de zazen, il y a la cérémonie. Cette cérémonie, justement, comme c'est bien expliqué dans la vidéo précédente sur les formes dans le zen, il ne faut pas voir ça comme une espèce de cérémonie dévotionnelle au Bouddha, comme une dualité entre une vénération au Bouddha. Le Bouddha, c'était un homme comme vous et moi, enfin le Bouddha historique c'était un homme comme vous et moi, qui a vécu il y a 2500 ans, 2600 ans. Dans le zen, on sait que le Bouddha c'était pas un dieu, c'était un homme normal qui a vécu une expérience sur un constat de la réalité, et qui a vécu une expérience qui lui a permis d'aller au-delà des visions erronées du moi, de l'identification et de toutes les souffrances qui en découlent. Mais tout ça, bon, c'est dans les autres vidéos. On va pas expliquer ce qu'est la voie du Bouddha ici, on est juste là pour voir ce qui se passe un peu dans un temple zen au quotidien. Donc la cérémonie, c'est donc pas quelque chose de religieux, clérical, dogmatique. C'est religieux dans le sens propre du terme, c'est-à-dire que on se relie les uns avec les autres parce que la cérémonie nous oblige à nous harmoniser, et c'est même là finalement le but de la cérémonie, comme on le dit souvent, c'est de former le corps du Bouddha tous ensemble, en unité. C'est-à-dire que la cérémonie, elle est très très codifiée, c'est un rituel très codifié, volontairement, puisque comme je le disais, ce qui compte, c'est l'implication dans la pratique, mais c'est pas la forme en elle-même qui n'est pas un dogme. C'est juste une forme qui a été choisie pour la pratiquer, et c'est l'implication dans la pratique qui compte. C'est pas vraiment la forme qu'on est en train de pratiquer, c'est l'implication dans la pratique de cette forme, mais ça pourrait être une autre forme. Ce qui compte, c'est l'implication dans la pratique. Et donc là, on a choisi une forme très codifiée, une cérémonie qui suit sa forme très codifiée, dans laquelle il est demandé justement de s'impliquer, puisque il y a une multitude de sons à faire, chacun a sa fonction dans une cérémonie. Il y a celui qui est à la clochette, celui qui est au mokugyo, celui qui est aux cloches, il y a
il y a le Hino, enfin, pas vous détailler tout là, mais la cérémonie, elle est faite, c'est une suite d'événements très codifiés où tout le monde finit par avoir un poste à assumer, une responsabilité à assumer au sein de cette cérémonie, et petit à petit on passe par tous les postes de cette cérémonie, on assume toutes les responsabilités de cette cérémonie en tournant, chacun va passer finalement un jour ou l'autre à n'importe quel poste de cette cérémonie. Et ce qui compte dans la cérémonie, c'est de s'harmoniser les uns avec les autres pour le bon déroulement de la cérémonie. Mais ça reste un outil justement de pratique, et la pratique c'est de former le corps du Bouddha tous ensemble en s'harmonisant les uns avec les autres. Parce que la cérémonie est tellement codifiée qu'on ne peut pas s'endormir, autrement on n'est pas au bon moment à faire ce qu'il fallait, quand il fallait le faire, et donc la cérémonie se casse la figure. On ne peut pas non plus avoir une fonction et y mettre de l'ego, c'est-à-dire de l'orgueil, vouloir briller plus que les autres, faire mieux que les autres, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est de servir la bonne marche de la cérémonie en unité avec les autres, former qu'un seul bloc, qu'un seul corps, pour que la cérémonie ne fasse plus qu'une seule unité, belle, parfaite, juste, une pratique juste, harmonieuse. Et donc il faut être pleinement dans l'instant présent pour être vif à tout ce qui se passe, mais avec une implication totale, mais qui ne soit pas de l'ordre de l'ego dans le sens orgueilleux, je veux briller mieux que les autres, je veux faire mieux que les autres, et pas non plus en s'effaçant par timidité, j'ose pas faire ça, je vais pas faire trop fort. En fait, tout est fait, c'est une pratique du zen, c'est-à-dire que on est toujours dans ce processus de Dogen. Étudier la voix, c'est s'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même, et la suite. Et donc, il s'agit de s'oublier soi-même pour être pleinement impliqué à former ce corps du Bouddha tous ensemble. Et quand on rentre vraiment dans cette pratique, on peut en comprendre le fond, le sens, et c'est très 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 intéressant. On en apprend beaucoup sur soi, on lâche beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses en profondeur sur le zen, ça reste une pratique à part entière, très importante. Rien n'est anodin dans la pratique du zen, du réveil au coucher. Tout est codifié de façon non dogmatique, uniquement au service de la pratique. Et ce qui compte, c'est l'implication dans la pratique, et non pas s'attacher aux formes de façon dogmatique. Donc il faut comprendre le sens de la cérémonie, au sens de s'harmoniser avec les autres, de former le corps du Bouddha, d'être impliqué dans ce qui se passe sans y mettre d'ego, mais en étant pleinement au service de la cérémonie, de la sangha et du bon déroulement des choses. Il y a même une cérémonie qui est fantastique, c'est quand on mange dans le dojo, assis en zazen, avec le bol, avec les bols. Il y a toute une cérémonie ritualisée qui est quand on comprend le sens de la cérémonie, justement, l'oubli de soi par l'implication mushotoku, c'est-à-dire sans esprit de profit, sans attente, sans recherche, sans saisie, sans vouloir s'approprier quoi que ce soit, sans vouloir briller, juste pratiquer pour la pratique en elle-même, sans rien avoir à prendre pour soi, une pratique d'ouverture, de don finalement. Eh ben, cette pratique de manger dans les bols en zazen, tout ça, c'est super, super, super intéressant. Voilà, donc en gros, dans une journée, dans un temple zen, il y a le zazen primordial qui rayonne sur tout le reste de la pratique. Il y a le samu, le travail collectif pour le bien collectif avec cet esprit du zazen. L'oubli de soi, l'implication dans l'instant, l'implication dans l'action, pour avoir une action pleine, juste, impliquée, présente, sans esprit de profit, mushotoku, sans attente, sans prendre pour soi, sans appropriation. Et les cérémonies. Donc le matin, on va donc au zazen, comme je l'ai dit, les deux parties. Ensuite,
on va faire cette cérémonie où on chante quelques sutras, tout ça, enfin voilà, il y a toute cette partie codifiée de la cérémonie, qu'on s'harmonise tous autour de ça. Et ensuite, on va au réfectoire, on prend la genmai. La genmai, c'est le petit déjeuner traditionnel qui symbolise finalement le déjeuner du moine, comme ça se fait encore en Asie, dans le Theravada, les moines reçoivent souvent leur nourriture de la part des laïcs. Ils ont pour toute possession un simple bol et ils reçoivent leur nourriture et ils mangent ce qu'on leur donne. Et ben, finalement, la genmai, c'est un peu le symbole le bol du moine, la nourriture du moine au quotidien. Et quand on prend la genmai, justement, c'est encore codifié, c'est encore un rituel, c'est encore une cérémonie. Et avec le même esprit, c'est-à-dire que on ne peut pas s'endormir, parce qu'autrement on est à côté du truc, on n'est plus en harmonie avec ce qui se passe, avec les autres, donc le tout est d'être vigilant, pleinement impliqué, mais impliqué dans l'ouverture, pas pour prendre, c'est-à-dire c'est pas pour soi, on s'harmonise avec les autres, on s'harmonise avec ce qui se passe, et on pratique la cérémonie, les gestes, les choses à faire quand elles sont à faire, les choses à ne pas faire quand il n'y a rien à faire, enfin, on s'harmonise et on s'oublie soi-même dans la pratique. C'est tout le but de la voie du Bouddha, c'est de s'oublier soi-même, d'oublier le moi, cette idée du moi qui veut toujours se positionner, s'approprier les choses, les quantifier, les manipuler. Et ici, l'objectif justement, c'est de lâcher prise, de s'oublier soi-même et de s'harmoniser à la réalité telle qu'elle est en train de se faire, avec une grande acuité, une grande présence. Donc on prend la genmai avec cette petite cérémonie, c'est donc le petit déjeuner traditionnel, ritualisé, tous les jours après la cérémonie, après le zazen. Et ensuite, là par contre, on prend un petit déjeuner. En tout cas, la gendronnière, ça se fait comme ça. On prend un petit déjeuner un peu moins formel, c'est-à-dire qu'après la genmai, qu'on a rangé nos bols, lavé nos bols et ainsi de suite, selon la cérémonie, que vous découvrirez en détail si vous allez dans un temple zen. Ensuite, il y a donc petit déjeuner plus traditionnel à la française, café, tartine, tout ça, où on peut discuter. En général, il y a une petite réunion où chacun peut mettre en avant un petit problème qu'il aurait, ou le responsable du temple dit des choses qu'il aurait à dire sur le quotidien. Et puis ensuite, donc il y a le samou. Tout le monde va à une activité, un travail qui sera pour le bien collectif. Donc le travail de chacun rayonne sur le bien de tout le monde. Donc, mais il n'y a rien à prendre pour soi. Il n'y a rien. Ici aussi, le but c'est pas de faire toujours mieux que les autres, de vouloir rayonner, et puis de chercher une certaine reconnaissance. Le but c'est toujours de s'oublier soi-même. Donc c'est toujours mushotoku, c'est-à-dire sans esprit de profit, sans attente pour soi, sans recherche. C'est juste s'impliquer pleinement dans l'action pour ce qu'elle est, avec une présence totale à l'instant, et par cette pratique de l'action, ici et maintenant, s'oublier soi-même. C'est un don, donc chacun va qu'à une occupation très relative, les choses qui sont à faire, c'est-à-dire s'il faut faire le ménage, il faut nettoyer les toilettes, il faut faire la cuisine, il faut entretenir les bâtiments, il faut s'occuper du potager, et ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun va qu'à une occupation qui est à faire, pendant un temps imparti où tout le monde est en train de faire samou, tout le monde est en train d'être dans l'action avec l'esprit du zazen. Donc il y a une bonne partie de la matinée qui se passe comme ça. Ensuite, un petit moment de libre. Et ensuite, il y a le repas de midi qu'on mange encore dans les bols avec ce petit rituel, cette petite cérémonie qui permet d'être toujours concentré, d'être présent à ici et maintenant, de s'harmoniser avec les autres, avec ce qui se passe, en s'oubliant soi-même au travers de l'action, de la pratique. Et ensuite, un petit temps de repos, petite sieste.
Et l'après-midi, il y a une deuxième période de samou, c'est-à-dire que tout le monde retourne à ses occupations, le potager, le ménage, la vaisselle, l'entretien des bâtiments, s'occuper des chaudières, l'entretien des alentours, de la forêt, des chemins, et ainsi de suite, tout ce qu'il y a à faire. Donc tout le monde met la main à la pâte pour le bien collectif, toujours dans cet esprit du zazen, mushotoku, sans attente, sans profit. C'est juste pratiquer zazen dans l'action, c'est-à-dire s'oublier soi-même dans le présent tel qu'il est, en ayant une action juste, c'est-à-dire une action qui s'harmonise à l'ordre des choses, à l'ordre cosmique, qui s'harmonise aux autres, qui s'harmonise à ce qui se passe, sans chercher à vouloir tout le temps mettre de l'ego dedans, s'approprier les choses, les juger, les saisir, les manipuler. Et après, il y a un petit temps pour aller se laver, par exemple, après toute une journée de samou, pour aller retourner au dojo faire zazen, le zazen du soir. Et donc le zazen du soir, souvent, c'est un peu comme le matin, il peut y avoir deux parties, avec le kinin qui entrecoupe, la méditation marché. Et il arrive aussi qu'il puisse y avoir qu'une seule partie de zazen qui sera donc souvent un peu plus longue, ça peut aller de 45 à 50 minutes la partie de zazen, méditation assise sur le zafu, immobile, les jambes croisées, le dos droit, le menton rentré, la langue contre le palais, le regard posé, respiration naturelle et tout laisser passer. Être pleinement à ici et maintenant, corps et esprit, sans faire de saisie, de rejet, tout laisser passer. Enfin, il y a le détail du zazen dans une vidéo consacrée au zazen, je le rappelle. Ben voilà, donc pour résumer, la journée dans un temple zen, c'est zazen, cérémonie, genmai, samou, zazen. Et puis le soir, il y a un petit repas moins formel, sans cérémonie. Après, il y a un peu de temps pour soi, puis après, chacun va dodo quand il veut, mais quand même pas trop tard, puisque les journées sont quand même très rythmées, la vie de temple, c'est pas les vacances, il faut suivre. Enfin, voilà, je crois que j'ai un peu résumé ce qui se passe dans un temple zen, le gyoji au quotidien, la pratique au quotidien. Mais bien se rappeler que toutes ces pratiques, le zazen, le samou, les cérémonies, les repas ritualisés en cérémonie, tout ça, ce sont des outils de pratique qui ne sont pas dogmatiques. On ne s'attache pas aux formes, aux outils, mais ces outils sont là pour permettre la pratique, et c'est l'implication dans la pratique de ces outils, de ces formes, qui compte plus que ces outils et ces formes en elles-mêmes. Voilà. Pour rappeler ce point très essentiel qu'on a du mal à voir souvent quand on découvre le zen. Donc voilà. Et puis quelques petites autres réponses pour des questions qu'on peut me demander de temps en temps. Donc finalement, la plupart des moines et des nonnes dans le zen Soto en Europe vivent dans le social. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer des moines, des nonnes sans savoir qu'ils sont moines et nonnes, c'est pas marqué dessus. La plupart des moines et des nonnes dans le zen vivent dans le social comme monsieur, madame, tout le monde, métro, boulot, dodo, enfant, vie de famille, job et tout ça. Et par contre, ils vont régulièrement faire zazen dans le dojo ou dans le groupe de zazen de leur ville, et ils vont de temps en temps, dès que possible, faire une sesshin à droite à gauche, c'est-à-dire une session de pratique intensive, de zazen, etc., de samou, et ils vont donc de temps en temps séjourner dans un temple zen, soit pour une sesshin, soit comme ça, hors sesshin, enfin de toute façon ils ont une pratique régulière, en tout cas du zazen, et du reste quand ils peuvent, samou, les cérémonies, tout ça dans des temples, en sesshin, etc. Et il y a une toute petite partie, finalement, la minorité de moines, de nonnes, mais aussi de laïcs, qui vivent à l'année dans ces différents temples zen. C'est finalement la plus petite partie. Et donc, vous avez compris, un temple zen, c'est mixte. Et
un moine et une nonne est autorisé, bien que ce ne soit pas obligatoire, à avoir un compagnon affectif, une femme, un mari, avoir une vie de famille, des enfants. Enfin voilà, puisque de toute façon, toute la pratique du zen, elle n'a jamais été dogmatique. C'est à chacun au sein de ce qu'on appelle la condition normale dans notre nature humaine, donc sans rien refuser, puisque le Bouddha lui-même montrait la voie du milieu, ne pas aller dans les extrêmes, ni l'opulence, ni l'ascétisme, mais sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'on respecte la condition humaine, et c'est au travers de ce respect, de la condition normale des choses finalement, quand on a une pratique juste, qu'on peut réaliser la voie du Bouddha. Mais c'est sûrement pas justement en s'imposant des dogmes, à dire ouais, un moine ça peut pas se marier, ouais, un moine ça peut pas boire d'alcool, et ainsi de suite. Enfin, c'est pas en se protégeant de tout qu'on réalise la voie du Bouddha, c'est en traversant les choses. La condition normale, l'ordre cosmique, l'ordre de la réalité, les choses telles qu'elles sont, qu'on peut trouver la voie juste et réaliser la voie du Bouddha, c'est-à-dire à chaque instant, comme on le dit, mettre en lumière nos propres illusions. Et c'est ça la pratique du zen, c'est un gyoji, c'est la pratique au quotidien, chaque instant du réveil au coucher, quelle que soit l'action, c'est-à-dire être dans l'esprit du zazen, mushotoku, sans attente, sans esprit de profit, sans saisie, sans appropriation pour soi, mais un total lâcher-prise, un oubli de soi, dans une implication de l'instant présent, en trouvant la justesse, c'est-à-dire l'harmonie avec l'ordre des choses, l'ordre cosmique, que sont l'impermanence, l'interdépendance, la vacuité, le karma, et ainsi de suite, toutes ces grandes notions du bouddhisme en général. Ben voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Donc moi je retourne au temple de la Gendronnière dans une petite semaine pour 1 mois et demi. Donc prochaine vidéo dans 1 mois et demi. J'ai quelques idées encore à développer. Je rappelle ici, bien que là il n'y avait pas tellement de risques, je rappelle ici que tout ça c'était pas un enseignement, puisque moi je suis simple un moine zen, mais je ne suis pas maître zen, donc je ne suis pas habilité à enseigner, puis c'est pas du tout l'objectif, ni dans cette vidéo, ni dans les autres. Un simple partage pour susciter des aspirations chez des gens qui s'intéressent à la voie du Bouddha. Donc là c'était pour enlever quelques a priori qu'on pourrait avoir quand on n'a encore jamais visité un temple zen, c'est pour avoir une meilleure idée de ce qui peut s'y passer. En résumé, hein, après je vous invite justement à rejoindre une sangha et à pratiquer avec les autres et à faire vous-même votre propre expérience de tout ça. Mais comme je le disais dans la précédente vidéo, ne vous faites pas prendre par les formes. Ne croyez pas que tout ça c'est dogmatique et tout, il faut vraiment rentrer dedans pour en comprendre le sens, le fond, et bien se souvenir que tout ça c'est une longue expérience de 2500 ans, et c'est pas anodin, et que justement toute la force du zen c'est de ne pas être dogmatique, de ne pas s'attacher aux formes, mais de les utiliser simplement comme de simples outils de pratique, et ce qui compte c'est la pratique, l'expérience et la vérification personnelle par l'expérience, la vérification de la véracité de la voie du Bouddha, de la pertinence de cette voie qui elle-même repose sur une simple expérience humaine. Enfin, voilà. Prochaine vidéo dans 1 mois et demi sur un autre thème, celle-ci comme d'habitude, si vous avez apprécié, c'est bien de cliquer sur le j'aime, ça met un petit coup de boost à la visibilité de la chaîne et donc ça propose son contenu à plus de personnes sur YouTube. Et dans le même esprit, partagez si vous voulez cette vidéo, si vous pensez que dans votre entourage, quelqu'un peut trouver quelques réponses attendues par les propos de cette vidéo. Vous pouvez laisser des commentaires, papoter dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Moi j'aime l'interaction, c'est cool, on est entre nous.
Et puis vous abonner à la chaîne si vous voulez être notifié des prochaines vidéos que je vais pouvoir sortir dans le futur, sur d'autres thèmes, toujours sur le bouddhisme zen. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc tout ça, c'est cool. Moi, je suis content qu'il y ait déjà pas mal de personnes qui commencent à suivre la chaîne, c'est super sympa. Pour les autres qui découvrent, eh ben, bienvenue, c'est cool. Et puis voilà, une toute prochaine fois, j'ai pas envie de vous quitter en fait, mais il faut parce que j'ai plus rien à dire. À plus et puis merci. Ciao.